par-dessus tout, dans une œuvre d'art, c'est la profondeur vitale de laquelle elle a pu jaillir. James Joyce. J'avais dans ma nouvelle bibliothèque quelques documents sur l'histoire de l'Occident, principalement celui de la France, dont un volume qui faisait partie d'un coffret perdu d'une encyclopédie illustrée concernant l'histoire des arts, ainsi que 2 ou 3 manuels scolaires, comprenant eux aussi des gravures et des photos en couleur, d'œuvres picturales caractérisant chaque époque, vraisemblablement du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe ou XIXe siècle. Tout ce que je me rappelle, c'était d'avoir reproduit 2 ou 3 gravures à l'encre de Chine sur les faces grises de mes supports, en carton d'emballage qui convenait mal à un travail complet au crayon. En consultant à chaque fois ces livres à la recherche d'une gravure intéressante à reproduire, l'image d'un tableau avait attiré mon attention, par son paysage rustique qui ressemblait beaucoup à un champ de blé après la moisson, à la lisière des bois qui bordaient notre petite ville, avec au premier plan, sous un arbre, un couple de paysans d'une autre époque. J'avais laissé tomber les images des gravures que j'aimais et dont j'ignorais totalement la technique, je veux dire la technique de la gravure, et je m'étais focalisé sur ce tableau qui avait frappé mon regard par ses couleurs vives et ses lumières, ce qui était la cause et le sujet de mon investigation à vouloir réaliser une œuvre analogue, mais avec un fellah marocain vêtu d'un djellaba, tenant son fusil à poudre à la place du fusil de chasse du personnage et sa femme assise à ses côtés. J'avais pris la décision d'accomplir ce travail sur l'une des faces blanches et lisses, encore vierges, de l'un de mes supports en carton d'emballage de chemise pour homme. Quelques semaines auparavant, un adolescent que je connaissais vaguement était venu me voir pour me proposer de lui faire son portrait en échange d'une boîte neuve d'aquarelle pour écolier, contenant une douzaine de pastilles qui n'existaient nullement dans les quelques librairies de la ville. J'avais préféré lui acheter cette peinture à 40 liards que de recommencer à zéro la mésaventure des portraits. Après l'avoir testé, je n'avais pas apprécié ses couleurs trop vives à mon goût, et je l'avais laissé tomber, en considérant que mon achat était impulsif. Pourtant, cette fois, j'avais besoin de certaines de ces couleurs éclatantes, surtout pour la robe bleue ciel de la dame que je désirais transformer en caftan marocain traditionnel. La surface blanche fragile et glissante du support nécessitait des pinceaux d'une douceur significative que j'avais fabriqués moi-même en me basant sur mon savoir-faire et mes connaissances personnelles limitées, et ce n'était pas chose facile. La première étape consistait à trouver tout d'abord quelques mèches de poils d'une queue de cheval. Le matin, muni d'une paire de ciseaux, je passais une bonne demi-journée à chercher en vain un cheval dans les environs du village. Le seul voisin qui possédait un cheval barbe, qu'il utilisait malheureusement comme bête de somme, était absent ce jour-là. Impatient et résigné, j'envisageais de me contenter d'une touffe de poils de la queue de l'âne de notre charrette. Pendant cette période, je le nourrissais surtout de carottes. Il devint rapidement robuste, perdit son vieux pelage au profit d'une jolie robe noire et luisante. Ces tubercules provenaient d'un champ abandonné par son propriétaire, irrigué par les eaux usées du quartier européen et qui se situait à proximité de notre village. Chaque après-midi, avant le coucher du soleil, je déterrais à l'aide d'une pioche une quantité suffisante pour engraisser notre baudet avec ces carottes géantes qui avaient dépassé de loin leur croissance optimale. Grâce au sol phosphaté riche en matière organique humaine,
et en produits chimiques variés. Ces eaux polluantes exposaient notre village marginalisé à de nombreux risques sanitaires. En arrivant à la maison, je me dirigeais immédiatement vers l'âne, je me baissai pour contempler sa queue et à ma grande surprise, elle s'était totalement métamorphosée en une jolie queue volumineuse et bien garnie de crins. À son extrémité, je m'accroupis en tenant le ciseau de la main droite et l'élégante queue pendant tout doucement dans la main gauche, puis je coupai une bonne touffe de poils. Au même moment, l'âne bougea sa queue. Le bout pointu de la paire de ciseaux le piqua. Je ne savais pas où. Il réagit par un violent coup de sabot qui me frôla la joue et faillit me défigurer. J'avais quand même gagné une matière première indispensable à la fabrication de pinceaux. Il fallait choisir une touffe selon la grandeur désirée et garder le bout des poils dans la même direction, puis la tenir verticalement entourée d'un petit cylindre en papier sur une surface plane et tapoter légèrement du côté des racines jusqu'à ce que toutes les pointes touchaient la surface. Puis l'entourer solidement d'un fin fil de cuivre en formant des spires, ensuite fixer l'extrémité de la botte obtenue à une vérole découpée dans une boîte de conserve, plier et ajuster à l'aide d'une pince, et n'importe quel bâtonnet solide de dimension convenable pouvait servir de manche. Après un séjour dans de l'eau pour nettoyer et assouplir le pinceau, il fallait se débarrasser des poils malséants. Quelques essais étaient suffisants pour évaluer les vertus de mon pinceau artisanal. À mon avis, les effets obtenus étaient moins bons avec des pigments de peinture saturés qu'avec des dilués. Ils ne permettaient pas un certain degré de finesse dans le travail, à cause peut-être de ces poils d'âne secs et drus. Tout d'un coup, j'avais songé fabriquer un pinceau avec mes propres cheveux, car j'avais une importante tignasse, comme toute la catégorie de notre génération frappée de plein fouet par certains aspects vestimentaires du mouvement hippie. Je choisis de couper discrètement 2 mèches de mes cheveux de la même taille, entre l'oreille et la nuque, de chaque côté de ma tête. En cas d'erreur, il me suffisait de relever le col de ma chemise pour cacher l'handicap, en faisant attention de ne pas être démasqué et devenir un objet de risée aux yeux de tout le monde. La réussite de cette opération m'avait encouragé à apprendre à me couper les cheveux tout seul jusqu'aujourd'hui. J'avais cisaillé une quantité suffisante de mes cheveux qui étaient bouclés et il m'était nécessaire de les dresser pour leur donner une forme rectiligne en fixant les 2 touffes autour d'un crayon à l'aide d'un petit bandeau de caoutchouc découpé dans une vieille chambre à air de vélo. Il fallait les tremper dans de l'eau pendant une journée. En attendant, j'avais préparé la vérole et le manche à défaut d'un vieux pinceau recyclable. Après la fabrication et les multiples essais, le résultat n'était pas plus fameux qu'avec le premier pinceau. Sa seule qualité était de mieux absorber la peinture et la relâcher au premier contact avec le support. J'avais tout de même commencé mes premières esquisses concernant surtout le couple de campagnards, en essayant de leur donner une allure imposante, sûrs d'eux-mêmes, fiers et libres, heureux, en parfaite harmonie avec la nature, en rupture radicale avec l'âpre et triste vérité de la paysannerie de notre pays. Cette grande évasion artistique dans un monde utopique de paradis perdu était peut-être due aussi à mes souvenirs d'enfance, à une nostalgie de la campagne, une situation familiale toujours précaire, après plus d'une décennie de l'immigration de mes parents vers la ville. J'avais effectué le croquis final en utilisant un crayon tendre bien taillé qu'il me fallait effacer à la gomme après avoir retracé minutieusement le dessin à l'aide d'une aiguille à coudre.
Cette représentation gravée sur le support blanc et lisse était assez visible et me permettait de garder les contours nets. Aujourd'hui encore, il m'arrivait de graver un dessin à l'aide d'un instrument pointu sur un support ADK qui me servait de boussole dans la réalisation de certains de mes petits travaux. Quand j'étais professeur de sciences naturelles, je traçais des fois le graphique d'un schéma délicat sur les feuilles de travaux pratiques de mes élèves à l'aide de la pointe d'un compas, ou tout simplement à l'angle du pouce, et c'était à chaque élève de compléter le tracé au crayon. Ceci avant l'essor qu'avait connu la photocopie dans le milieu scolaire en tant que support didactique au milieu des années 80. J'avais eu recours aussi des fois à ces techniques personnelles de traçage des croquis lors de mes illustrations concernant des contes d'enfants publiés par une maison d'édition à Casablanca, Dar Rached El-Haditha, et puis des tas de dessins pour de futurs manuels scolaires selon un programme ministériel annulé au dernier moment. Vu la vulnérabilité de mon support, j'avais frotté un morceau de bougie sur les zones que j'ai voulu garder intactes, blanches et lumineuses, sans avoir aucune idée sur ce que l'on appelle un effet de lumière. Pour mieux comprendre la réaction de mon support délicat à l'eau claire et aux pigments dilués selon des nuances variées, de nombreux tests m'étaient nécessaires pour trouver les concentrations appropriées des pigments et déterminer les moments propices pour agir en fonction de l'évolution du séchage. Par manque de godet, j'étais contraint d'utiliser tous les verres de notre cuisine afin de conserver les couleurs préparées à l'avance et éviter les tâtonnements inutiles. Ces ustensiles étaient incontournables dans la préparation et la consommation du thé à la menthe, jadis boisson capitale dans l'alimentation de notre famille, aussi bien que pour tous les habitants de notre village. Je commençais par humecter à l'eau des surfaces bien délimitées du croquis et à attendre le bon moment pour poser les pigments très dilués, ce qui favorisait la fusion spectaculaire des couleurs légères qui s'adoucissaient de plus en plus en séchant à l'air libre. Ensuite, il me fallait passer aux pigments plus saturés, aux effets immédiats intenses et contrastés. Contrairement à ce que je croyais, mes deux pinceaux m'avaient bien aidé à exécuter cette partie du travail, tandis que mon vieux pinceau, filé et bricolé à son tour, m'avait servi d'accomplir les détails fins et subtils. Pour accentuer l'effet de transparence, je frottais tout doucement une bougie légèrement chauffée sur tout le travail, grattais par la suite méticuleusement à l'aide d'une lame de rasoir afin d'obtenir une fine couche de cire homogène, lisse et brillante. À part quelques imprécisions sans grande importance à mon avis, le résultat était une vraie œuvre picturale bien élaborée et de grande beauté, totalement différente de l'image de la toile originale. Pendant plus d'une semaine, profitant de chaque moment de solitude ou de repos, je contemplais seul mon tableau dans une sorte d'évasion symbolique, de voyage dans le rêve et l'imagination, à des années-lumière du monde réel auquel je me sentais mal adapté. Au collège, je l'avais toujours dans mon cartable. Un camarade de classe l'avait vu au moment où je ramassais mes affaires à la fin d'une leçon d'histoire-géographie. Tout de suite, il me retira le travail et le montra au professeur, qui était un coopérant français. Celui-ci le tint avec précaution, le regarda, l'inclina dans plusieurs directions face à la lumière et resta stupéfait durant un instant, puis il s'adressa à moi en m'interrogeant d'une voix presque menaçante. « C'est toi qui as fait ça ?» J'étais tellement vexé que je refusai de lui répondre. Il l'observa encore, posant presque son long nez sur le tableau et en répétant à voix basse « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est pas possible. » Tout dont je me souviens après, c'était une vague promesse concernant mon orientation vers une quelconque école artistique.
ce qui n'était ni l'avis de mon père, ni de celui de mes professeurs. Ces derniers m'avaient conseillé de choisir une branche scientifique, car j'étais un élève brillant. Le dessin, c'était pour les feignants et d'un avenir peu sûr. Quelques jours après, cette œuvre magnifique avait disparu de mon cartable lors d'une séance d'éducation physique. Par manque de vestiaire, j'étais contraint, comme tous les élèves, de laisser mes affaires auprès d'un mur de la cour de récréation sans aucune surveillance. C'était sûrement un vol prémédité et je n'avais jamais pu la retrouver ou la refaire.